Il y a 25 ans, 3 chercheurs fondaient l'IRIS, un institut de recherche animé par des valeurs de gauche, avec l'objectif de faire contrepoids au discours de droite et en faveur du libre marché qui dominait alors les discussions sur l'économie et les finances publiques. Dans ce balado, nos chercheurs et chercheuses se penchent sur la transformation du paysage social et économique au cours de ce quart de siècle, sur le rôle que l'IRIS a joué dans le débat public et dressent un bilan des défis à venir alors que la droite s'installe au pouvoir un peu partout en Occident, y compris au Québec. Je m'appelle Camille Legauthieu, je suis responsable des communications à l'IRIS. Et moi, c'est Julia Posca, je suis chercheuse à l'IRIS et vous écoutez Comprendre l'économie et la transformer. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Faut qu'on travaille plus. Si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses. On est très attaché à l'équilibre budgétaire. C'est pas un détail, l'équilibre budgétaire pour nous. On réclame l'équilibre budgétaire, on réclamait l'équilibre budgétaire, on le réclame encore. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investisse en immobilier puis qu'il prenne les risques qui vont avec aussi. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Alors, dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment le néolibéralisme s'est manifesté au Québec dans le secteur de la santé et des services sociaux. On va aussi parler de l'importance du règne du Parti libéral dans cette manifestation-là du néolibéralisme dans les 25 dernières années. Et essayer de mieux comprendre qui sont les acteurs, en fait, derrière la privatisation aussi du réseau de la santé. Oui, et on va revenir sur quelques anecdotes qui permettent de mieux comprendre comment et pourquoi l'IRIS a réussi à faire autant réagir l'industrie dans les dernières années. Puis à travers tout ça, on va essayer de vous partager quelques réflexions là, concernant la diffusion de nos études, la question de la présence dans les médias aussi. Et on va se demander maintenant qu'est-ce qu'on fait pour freiner cette tendance lourde-là de la privatisation des soins de santé au Québec. Alors, on a aujourd'hui avec nous pour faire ça Anne-Claude, si tu veux te présenter. Oui, moi, c'est Anne. Je suis à l'IRIS depuis quelques années maintenant. Je m'intéresse surtout aux questions de santé et de services sociaux. J'ai travaillé aussi sur quelques autres sujets, mais je travaille beaucoup sur santé et services sociaux. Et Guillaume, un des doyens maintenant de l'IRIS. Oui, en effet. Donc, Guillaume Hébert, je suis chercheur à l'IRIS depuis 2005 maintenant. Donc là, on peut dire officiellement que ça fait 20 ans que je suis chercheur à l'IRIS. Donc, et j'ai travaillé beaucoup les questions de santé dans les premières années. Oui. Mais qu'on est tous généralistes, là, mais j'ai fait beaucoup de santé pendant plusieurs années. Ben oui, on a décidé de faire un épisode entier sur la question de la santé. La raison est simple. l'IRIS a été extrêmement prolifique dans les dernières années sur ces sujets-là. Sur les 283 études qui ont été publiées à l'IRIS, il y en a 65 qui ont été faites en santé, ce qui est quand même de loin le sujet le plus travaillé là, dans ces dernières années. Puis bon, on sait que l'IRIS répondait à quelque chose d'important qui se passait au Québec, qui était relativement nouveau, ou en tout cas qui se manifestait de manière nouvelle. Les jeunes le réalisent peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a 25 ans, parler de privé en santé était quand même un peu une aberration. En tout cas, c'était nouveau dans le paysage politique. Puis c'était présenté, en fait, comme une solution exceptionnelle à un problème exceptionnel qui est l'augmentation, le vieillissement de la population. Puis il y a vraiment eu un moment tournant là, avec l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Charest, où là, ouvertement, on disait, le privé, ça va régler nos problèmes, on va désengorger le service public avec ça. Puis nous, on se propose d'être le gouvernement là, qui va faciliter là, ce nouveau système-là à deux vitesses. Là. Puis c'est dans ce contexte-là, justement, que l'IRIS 2.0, donc la nouvelle mouture de l'IRIS avec ces nouveaux fondateurs ou ces nouveaux chercheurs et chercheuses qui prennent un peu le relais des fondateurs qui étaient arrivés en 2000, donc autour de 2005-2006. Il y a une nouvelle équipe qui donc prend le relais à l'IRIS et c'est eux, c'est ça qui vont publier une étude dont est l'auteur avec Jean-François Landry, pardon. Jean-François Landry, puis étude où vous voulez contester ou démonter l'argumentaire voulant qu'il y a des bienfaits à privatiser les soins de santé au Québec. C'est à peu près ça? L'idée, c'est de répondre à la charge du moment, qui était la principale charge du gouvernement libéral sur les enjeux de santé. Puis si on remonte dans la campagne électorale, il ne faut pas oublier que Jean Charest, c'était pas mal
sa seule proposition. C'est-à-dire, je vais arriver au pouvoir, puis moi, je vais régler les problèmes du système de santé. Donc, il avait joué cette carte-là ad nauseam, et beaucoup de gens misaient sur les bocaux. Et donc, misaient sur attendaient beaucoup de voir ce qu'il allait faire avec la santé. Et donc, pour faire sa réforme en santé, préparer la réforme, il avait demandé à Claude Castonguay, qu'on présentait encore à ce moment-là comme le père de l'assurance maladie au Québec, alors que, si on était rigoureux, on dirait que c'est l'homme des compagnies d'assurance au Québec là, en santé. Donc, c'était lui qui était là à l'époque où on a adopté l'assurance maladie. Quasiment son corps défendant, en plus. Là, il n'était pas tellement favorable à ça. Mais donc, on lui a attribué le mérite d'avoir été le père de l'assurance maladie au Québec. C'est pour ça qu'on appelait la carte d'assurance maladie la Castonguette pendant longtemps. C'est le surnom qu'on lui donnait. Donc, on l'a auréolé de ce statut-là, alors qu'il n'a même pas fini son mandat dans le gouvernement libéral. Il est tout de suite retourné dans le privé, à l'assurance privée. Là, on est dans les années 70. C'est ça, exact. C'est ça. Et pour comprendre le personnage, c'est qu'après ça, tout le reste de sa carrière, il arrivait toujours comme le bienfaiteur à qui on peut faire confiance parce que c'est lui qui l'a créé, le régime d'assurance maladie. Qu'on creuse un peu l'histoire, on se rend compte que c'est une absurdité. Donc, quand Charest arrive au pouvoir puis se dit, moi, je vais réformer la santé, je vais confier à Claude Castonguay la responsabilité de faire une commission, donc on pourrait l'appeler la Castonguay numéro 2, parce que dans les années 70, en fait, fin des années 60, début 70, il y avait eu la première commission Castonguay-Neveu qui avait débouché sur l'assurance maladie, le système de santé et services sociaux. Donc là, on lui a donné à nouveau le mandat de faire une grande proposition pour la réforme du système au Québec. Et on le savait tous que ça allait être une charge de privatisation, ça allait être un document pro-privé. Donc, l'IRIS, à ce moment-là, n'était pas très connu, était très peu connu, mais pas très actif, mais ça, on savait que ça serait une charge importante. Et donc, je pense que c'était seulement un mois avant le dépôt de la commission Castonguay qu'on s'est dit, on va publier quelque chose. On va falloir donner la réplique, il va falloir une contrepartie au discours qui va être très pro-privé, il va falloir comme un autre point de vue. Et ça a très, 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 très bien marché. Rapport intitulé d'ailleurs « En avoir pour son argent », qui est quand même assez représentatif du projet. Le rapport Castonguay, ça, qui s'appelait « En avoir pour son argent ». Oui, exactement. Mon Dieu. Donc, une autre des co-présidentes était Joanne Marcotte. Absolument. Donc, une alliée, si on veut, qui était dans le mouvement avec Éric Duhem, là, Liberté Québec, je crois, avant la fondation là, du parti, bien avant la fondation du Parti conservateur du Québec. Ouais, une des figures de la droite libertarienne au Québec, là, déjà très, très anti-État. Ouais. C'était un gros statement, comme on dit, d'avoir mis Joanne Marcotte là, parce que c'était pas une intellectuelle, c'est pas... Pas une ancienne politicienne. Non, c'est ça, pas du tout. Là. Puis bon, les conclusions de ce rapport-là, grosso modo, ça ressemblait à quoi? C'est ça. C'était vraiment des prises de position en faveur du privé. Il y avait une certaine diversité. C'est là qu'on aussi, on le comprenait moins bien à l'époque que maintenant, mais il y avait aussi toute une réflexion sur le financement à l'activité. Donc, c'est vraiment des façons d'utiliser des mécanismes de marché à l'intérieur du système public. Donc, mettre les hôpitaux, par exemple, en compétition pour du financement. C'est là qu'on voit beaucoup apparaître ce genre de choses. Il y avait la proposition de l'INES, initialement, était là, qui est dans l'absolu pas une mauvaise chose, mais en contexte néolibéral, c'est souvent toujours la même chose. Là, on réévalue nos façons de faire à la lumière d'une pensée néolibérale qui nous amène à faire toujours plus de place, soit au privé ou à des mécanismes d'allocation des ressources qui sont inspirés du privé. Donc, c'est ça. Et il y avait évidemment là, tout ce qui concerne agrandir la place du privé au Québec, y compris en termes de financement. Je ne me rappelle plus des propositions exactes de Castonguay, mais il faut se rappeler aussi qu'on est dans le contexte du jugement Shaoli. Peut-être que l'autre gros événement, si on veut, là, politico-juridique dans ce cas-ci, c'est vraiment le jugement Shaoli. Là. Ça va vraiment de pair. Ça donne. Expliquer en deux mots. Oui, bien sûr. C'est peut-être que le jugement Shaoli, on pourrait dire que c'est un jugement qui ouvrait la porte à une place plus grande pour le secteur privé dans le financement des services de santé. Fait que dans le fond, en ce moment, ou en tout cas à l'époque encore, dans notre système de santé, il y a des mécanismes qui empêchent les compagnies d'assurance de prendre trop de place dans le financement des systèmes
des services de santé. Puis avec le jugement Shaoli, on ouvrait la porte à une plus grande place pour les compagnies d'assurance privées pour le financement des services. Puis ça remettait beaucoup en question certains fondements importants de notre système de santé au Québec. Tout à fait. Puis là, c'est parce que j'ai relu la partie de l'ouvrage qu'on a écrit des possessions, où on parle du jugement Shaoli. Pour l'avoir relu ce matin, ça me tente de refaire l'historique au complet de ces gens. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'était très, très, très politique comme démarche. Shaoli était largement supporté par l'Institut économique de Montréal, qu'on nous présentait souvent à l'époque comme les vis-à-vis de l'Institut économique. Ils étaient investis là, comme organisation dans la bataille, j'imagine le volet essentiellement public, où on essayait d'aller devant les tribunaux pour forcer les tribunaux à reconnaître que on devait faire une place plus grande là, au financement privé. Et ce qui est fâchant un peu, cette histoire-là, quand on fait l'histoire a posteriori, au-delà du jugement qui était assez faible, en fait, qui est très, très, pas difficile à critiquer par la Cour suprême, mais la Cour, en Cour supérieure au Québec, ça avait été rejeté, cette initiative-là. La Cour d'appel l'avait rejeté aussi, puis c'est passé à 5-4 à la Cour suprême, d'une juge en chef qui était aussi la conjointe de Paul Gobeil, qui était monsieur privatisation au Québec. Donc, tout ça paraissait pas bien. Ça faisait un peu République de banane, franchement, d'avoir ce jugement-là, et avec lequel, ensuite, les provinces se retrouvent... dans ce cas-ci, le Québec, mais éventuellement les autres provinces aussi, se retrouvent à devoir dire, ben là, on n'a pas le choix. La Cour nous a dit qu'il faut faire plus de place à l'assurance privée, donc allons-y. Donc, le contexte, il faut le comprendre. Avec le rapport Castonguay, avec le jugement Shaoli, on est dans une charge inédite, disons, depuis plusieurs décennies, pour faire plus de place au privé, sous toutes ses formes, en fait. Puis là, tu disais, en fait, dans les acteurs présents dans le débat, tu avais des think tanks comme l'IEDM là, qui défendaient ce genre de démarche-là. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans l'espace public qui amenaient de l'avant une vision différente de ce qui se passait dans le réseau de la santé? Est-ce qu'il y avait des gens qui critiquaient frontalement à l'époque? Oui, les mouvements sociaux, la Coalition Solidarité Santé, qui était un des principaux porte-parole, donc un regroupement de groupes communautaires de syndicats qui existe depuis les années 90, donc qui était au front, disons, pour dénoncer ces attaques-là. Mais il y avait un gros scepticisme, effectivement, dans la population. Donc, c'est vrai que ça a évolué quand même, notre rapport au privé. C'est vrai, ça veut dire qu'au Québec, on est plus ouvert, on a été plus ouvert que ça historiquement que dans le reste du Canada. Mais c'est vrai que on sentait, je me rappelle d'être passé dans un studio de télévision pour parler de notre étude de 2008, puis je me rappelle après le staff là, dans le studio, le caméraman, qui était quasiment en train d'insulter là, les propositions de Castonguay. Tout on sentait qu'il y avait un scepticisme quand même important. En tout cas, on sentait qu'on touchait quelque chose d'important dans la société québécoise, à la limite de précieux, qu'il y avait quelque chose de menaçant là-dedans. En même temps, il y avait une grosse vague en faveur de ça aussi, là. Il ne faut pas se compter d'histoire, mais il y avait quand même, comme tu as dit d'entrée de jeu, là, il y avait quand même une forme de tabou sur lequel le gouvernement Charest s'était aventuré. Oui, puis donc, l'étude de l'IRIS faisait écho à ces préoccupations-là, puis ça explique probablement, j'imagine, pourquoi il y a eu autant d'intérêt, parce que je pense qu'on l'a mentionné, en 2008, l'IRIS était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, puis pourtant, vous avez eu comme un retentissement médiatique assez important là, pour une étude d'un institut de recherche. Oui, je pense c'est ça. Il n'y avait pas d'institut de recherche. Le rôle think tank qu'on avait, il n'était pas joué par d'autres. Ça, c'est sûr que ça nous a servi beaucoup. Ce n'était pas la même chose d'avoir les risques qui prenaient la parole que d'avoir la Coalition Solidarité Santé, par exemple, ou des groupes sociaux qu'on présente comme des groupes d'intérêt. Nous, on bénéficiait on nous accordait le statut davantage scientifique ou une forme d'objectivité dans le débat, alors qu'on n'a jamais caché nos valeurs qui ont une sensibilité dans nos réflexions pour les enjeux de justice sociale notamment. Et donc, quand on s'est retrouvés à faire notre première conférence de presse au Centre Saint-Pierre, je pense qu'on n'a jamais eu une salle bondée comme ça. Puis d'ailleurs, on fait beaucoup moins, on n'en fait plus, en fait, des conférences de presse. À cette époque-là, à chaque fois qu'on publiait une étude, on faisait une conférence de presse et il n'y avait plus de place dans la salle au Centre Saint-Pierre où on était. Ça faisait un peu rockstar, notre affaire, parce que dans les jours suivants, on s'était retrouvés en plus sur à peu près tous les plateaux de télévision. On était comme
C'est comme on occupait la case de l'opposition à Castonguay. Et donc, c'est un peu cocasse de penser des fois que je me retrouvais à passer là, tout de suite après une entrevue avec Castonguay, ben, c'était moi qui donnais la réplique. Alors que 2 mois auparavant, ben, j'avais pas travaillé sur cet enjeu-là. On avait fait un bon travail de rassembler l'argumentaire. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on regarde du contenu qu'on a, certaines publications, des présentations qu'on a sur les mythes du privé en santé, par exemple, bien, on voit qu'on avait les embryons de ça à l'époque. Hein, parce que déjà, on entendait que le privé était plus efficace, qu'il y a une meilleure qualité, qui est moins cher, qui réduit les listes d'attente, que c'est une innovation nouvelle à laquelle il faut faire appel. Toutes ces choses-là, c'est faux. C'est complètement faux. C'est ça qu'on avait en embryon, puis on les a perfectionnés pendant les décennies qui ont suivi. Oui, ben j'ai reparcouru l'étude en question. Puis moi, un truc qui a attiré mon attention, c'est que, bon, parmi les arguments que vous essayez de déconstruire par rapport à cette question-là, il y a la question du choc démographique. En fait, si je comprends bien, vous disiez que ce facteur-là était un peu surestimé dans les problèmes qu'on rencontrait dans le système de santé. Est-ce que j'ai bien compris ou... Oui, c'est ça. C'est qu'à cette époque-là, c'est drôle de regarder ça a posteriori, de voir à quel point on liait choc démographique et démographique ou vieillissement de la population et santé. Évidemment, il y a un lien, on ne peut pas le nier complètement, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on va davantage le lier au monde du travail, de la pénurie de main-d'œuvre, ces choses-là. À l'époque, là, vraiment, c'était santé, vieillissement de la population, explosion des coûts. De façon beaucoup trop simpliste. Donc, une partie de notre travail, c'était de rappeler que d'atténuer le choc. En fait, on disait qu'il n'y a pas de choc. Il y a une évolution, un vieillissement de la population qui était commencé d'ailleurs de 20 ans auparavant. C'est une lente évolution depuis pas longtemps après la Révolution tranquille, le vieillissement de la population, que ça implique des changements, mais surtout des ajustements. Pas la campagne de peur qu'on nous faisait, qu'on disait, ben là, on n'est plus capable de soutenir ça. Donc, il va falloir faire appel au privé qui, lui, va nous donner des nouvelles ressources. Donc, le discours était un peu grossier par moment. Un des arguments, puis il y en avait plusieurs, un des arguments, c'était la question du taux de dépendance, par exemple. De rappeler qu'il faut pas seulement considérer les personnes âgées comme une population dépendante. Puis en partant, on comprendra tous que c'est abusif de le présenter comme ça, qu'on sait à quel point les personnes de 65 ans et plus contribuent beaucoup à la société, mais si on le prend comme un indicateur statistique, bien, il faut aussi considérer la part des plus jeunes, qui eux aussi sont une population dépendante. Donc, si tu faisais l'exercice de mettre ces deux populations ensemble et de créer un indicateur de la population dépendante, bien, on voyait on avait encore une population dépendante plus faible que ce qu'on avait pendant la Révolution tranquille, où il y avait beaucoup moins de personnes âgées, mais il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes aussi, qui étaient aussi dépendants dans le sens que ce n'étaient pas des travailleurs actifs, etc., etc. Donc, ça faisait partie du travail qu'il fallait faire, là, démonter tout le choc du vieillissement de la population, du tsunami gris, comme avait dit un ancien président de l'Association des médecins du Canada. Tu parlais tantôt de l'engouement qu'avait eu cette étude-là dans les médias notamment. Ben, ça m'amène je propose qu'on écoute une entrevue que tu as donnée à TQS en 2008, quelques jours après le dépôt du rapport, si je comprends bien, du rapport Castonguay, à l'émission Gauthier, animée par Michel Gauthier, où tu parles justement de cette étude-là. Fait que je propose qu'on écoute ça. Les détracteurs du système public vont dire l'appareil de l'État, ceux qui gèrent la santé, c'est beaucoup trop lourd, ça coûte cher, ça se tourne pas de bord et ça va donc bien dans le privé, c'est tellement plus rapide dans le privé. Ça, c'est une autre réalité que vous tenez à expliquer. C'est le troisième mythe auquel on s'attaque et en fait, ce qu'on prouve à ce chapitre-là, c'est que le public est préférable au privé, est meilleur que le privé en matière d'accessibilité, en matière de qualité et en matière d'efficacité. Alors, quand on parle de lourdeur, bien, ce qu'il ne faut pas rappeler, et je peux même
En fait, on pourrait citer le ministre Couillard, là, si les gens veulent consulter l'étude, ils vont pouvoir le voir. En fait, c'est le ministre Couillard lui-même qui le disait. Si on pense que le système est lourd ici, attendez de voir le système des compagnies d'assurance aux États-Unis. Parce que là, il y a toute une armada de gens qui sont là, qui sont embauchés uniquement pour revérifier, savoir si on va payer ou pas les diagnostics qui ont été posés là, dans le cadre du financement privé. Et on a une quantité de médecins, d'ailleurs, qui se retrouvent non pas à pratiquer, mais à faire des contre-vérifications de diagnostics. Alors, ce qu'on s'aperçoit, et le cas est flagrant en Europe dans ce cas-ci, si on se base sur les expériences étrangères, en Europe, dans tous les pays, le coût administratif de la santé est systématiquement 2-3 fois plus élevé du côté du privé. On était ressorti de cette expérience-là, toute la sortie, très excité, puis en particulier cette entrevue-là, parce que ça avait été très dynamique. On se rendait compte qu'on pouvait faire de la bonne télé, en fait, parce que c'était très dynamique et tout. C'est sûr que les arguments seraient probablement mieux, plus resserrés si je devais faire la même entrevue aujourd'hui, mais il y avait quand même... c'est comme si c'était un peu le coup d'envoi d'une façon de travailler qui dit « ça marche », tu sais. Puis là, on l'a plus clair que jamais, ça marche d'aller faire de la télévision, d'avoir un autre point de vue et occuper cet espace-là. Et je sais que ce qui avait été déterminant quand j'ai repensé en préparant le balado aujourd'hui à ces journées-là, je me rappelle ce qui avait été déterminant, c'est que la veille ou l'avant-veille de l'enregistrement à l'émission de Gauthier, j'étais dans le quartier Saint-Michel, j'étais dans un resto créole, j'étais allé me commander un griot, j'imagine. Et il y avait TQS qui jouait. Puis ça m'était resté à l'esprit. Et c'est toujours important quand on s'adresse à un public, notamment en télévision, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse intérieurement, à qui on est en train de parler. C'est pas la même chose si tu as en tête tes adversaires que si tu as en tête des gens à qui tu essaies de partager une information. Puis dans ce cas-ci, je me rappelle que je m'étais mis très clair à l'esprit que c'est une opportunité inouïe d'aller communiquer de l'information sur une arnaque immense qui est celle du privé en santé à des populations qui vont y goûter complètement de ce type de réforme-là si on va de l'avant. Et je sais que ça m'avait aidé. Donc, je savais que dans le rendu, là, puis dans l'entrevue que j'avais donnée à Gauthier à ce moment-là, j'avais l'impression de m'adresser à la population de Saint-Michel ou de Montréal-Nord ou de n'importe quel quartier qui, effectivement, sont celles qui vont écoper le plus quand on détruit les services publics. Les services publics étant probablement la façon la plus efficace de redistribuer de la richesse. Donc, c'est de tout ça dont était question. Fait que ça a été beaucoup d'apprentissage. Ça a été un grand succès pour les risques. Puis ça a montré que la formule pouvait fonctionner. Mm-hmm. Puis c'est que ce choix-là, donc, d'investir les médias de masse ou, à l'époque, justement, peut-être il y avait, et même encore aujourd'hui, des fois, on a l'impression qu'il y a certains discours qui prennent plus de place que d'autres. Puis en économie, c'était beaucoup le discours de droite qui prenait toute la place. Donc, c'était un bon pari de dire, on va investir cet espace-là parce qu'il faut diffuser une autre perspective sur, par exemple, le financement des services publics. Puis c'est un choix qu'on fait encore. Évidemment, on est encore très présent dans les médias de masse, mais aussi dans les médias indépendants, dans les réseaux sociaux, tout ça, là. Puis tu l'as dit un peu, c'est ça, c'est que malgré toutes les critiques qu'on peut faire à ces médias-là, les gens les écoutent, même encore aujourd'hui. Ils sont très écoutés, que ce soit via l'Internet ou avec le bon vieux poste de télé. Donc ça, c'est un pari qui a été gagnant, j'ai l'impression, pour justement faire avancer les perspectives plus progressistes là, sur la santé notamment. Qui touche tout le monde par ailleurs, puis c'est un enjeu sur lequel les gens souvent, à part, disons, il y a les syndicats en santé puis les groupes communautaires dans les secteurs des services sociaux qui sont mobilisés souvent sur ces enjeux-là, mais la population est plus souvent qu'autrement patiente ou, tu sais, c'est ça, ou proche aidante d'une personne malade, et donc on n'a pas nécessairement accès à d'autres perspectives que celles qui sont présentées dans les médias, puis donc discours dominant dont celui sur le privé, là. Ouais, puis, tu sais, moi, la question malgré toutes les critiques qu'on peut faire à ces médias-là, pourquoi il faut continuer à les investir, puis pourquoi il ne faut pas les déserter? Tu sais, moi, c'est une question qui m'habite souvent parce que c'est un peu le sens, la raison d'être de mon travail. Il faut que je donne un sens à mon travail, donc je me pose souvent la question. Puis, tu sais, c'est sûr que les médias de masse, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas,
se présentent comme le reflet de la réalité sociale. Donc, à partir du moment où il y a certains discours ou certaines positions qui sont absents de ces lieux-là, ben on a une image tronquée des conflits existants. Puis on pourrait croire, en écoutant, par exemple, une émission de nouvelles, que le conflit va se limiter à des désaccords entre 4 parties ou entre... bon, je sais pas. Donc, c'est sûr que c'est important de pouvoir... de pas les abandonner, même s'il faut quand même reconnaître la portée limitée aussi de ces canaux-là. Là. On ne faut pas non plus s'inventer des histoires. Par rapport à ça, le temps qu'à être dans le sujet, moi, je me demandais, en tant que chercheur ou chercheuse, c'est quoi les obstacles que vous pouvez rencontrer? Parce que ça nécessite quand même d'adapter quand même l'explication puis le discours dans ce contexte-là. C'est quoi les obstacles principaux que vous rencontrez quand vous devez faire des entrevues dans les médias? Pas juste l'adapter, le charcuter. Le charcuter. Les communications fonctionnent avec des clips médiatiques. Donc, à chaque fois qu'on se prépare à aller dans les médias, il faut charcuter notre propos pour qu'il rentre dans une clip médiatique. Évidemment, on perd beaucoup la complexité du propos. Donc là, tout l'art de notre travail avec notre perspective, c'est comment on fait des choix pour que ça reste intéressant, pertinent et pour qu'on continue de respecter l'intelligence du monde aussi. Ouais. Parce que c'est ça le risque avec les communications. C'est pour ça que le monde des communications peut rendre très, très cynique. Puis c'est pour ça, comme tu dis, c'est important d'être là. Mais si on fait juste ça, à mon avis, on devient cynique dans la vie, étant donné la logique qu'il y a derrière ça. Donc, comment on peut néanmoins, à travers ce qu'on fait, être capable de parler à l'intelligence du monde, de ne pas les prendre comme des gens qu'on manipule en quelque sorte. Parce qu'une partie du travail de faire des clips, il y a un risque à ça. C'est pour ça que dans des conférences, des fois, je le dis, je suis content d'être là en présentation devant public parce que je vais pouvoir faire un peu d'histoire. Ce que je peux jamais faire dans une présentation à la télé, il n'y a pas d'espace pour ça. Mais sur combien de questions, on ne peut pas avoir une réflexion complète si on ne fait pas un petit peu d'historique de ce qu'on est en train de parler. Puis je pense que le défi est particulièrement... important quand ce que tu amènes dans les médias, c'est un contre-discours. Si tu es en train de participer au discours dominant puis de dire un peu la même chose que tout le monde, ben c'est facile. Tu fais juste répéter ce que tout le monde dit puis il n'y a personne qui va contester ça. Tu n'as pas besoin de donner d'explication parce que c'est le sens commun. Là, les gens vont être spontanément d'accord. Mais si ce que tu apportes, c'est un discours qui va à contre-courant de ce que les gens entendent en général, ben là, si tu arrives dans le média puis ce que tu veux dire, c'est non, c'est pas vrai que le privé, c'est plus efficace. C'est toi qui as le fardeau de l'explication parce que ce qu'on répète à longueur de journée dans les médias, c'est le privé, c'est plus efficace. Les gens prennent ça pour acquis. Donc, puis là, on doit faire ça en 7 minutes quand même. Même si ce qu'on amène comme discours est plus complexe parce qu'il remet en question le sens commun, on a quand même juste 7 minutes pour le présenter, ce point de vue-là. Là. Et c'est d'autant plus complexe que c'est non seulement on est à contre-courant, mais en plus, là, donc, le discours sur la santé, c'était un discours, puis l'approche du gouvernement libéral, notamment dans les milieux des années 2000, c'est une approche néolibérale où, oui, on veut faire plus de place au privé, mais surtout plus de place aux méthodes du privé. Et donc, c'est pas une privatisation comme celle qu'on peut avoir en tête. Ah, on vend un hôpital, puis l'hôpital demain matin, il est privé, puis arrangez-vous avec vos assurances pour le payer. C'est pas ça qu'on faisait. On disait non, ça va toujours être gratuit. Par contre, on va introduire, par exemple, le financement à l'activité qui va faire en sorte que les établissements vont devenir plus efficaces dans leur manière d'octroyer, par exemple, de donner les soins, les services. Et donc là, déconstruire le fait que c'est une bonne idée, ça prend des nuances. Mais je pense que c'est aussi ce qui a fait la force du travail de l'IRIS, ça a été d'amener ces nuances-là dans la compréhension des transformations qui étaient en cours dans le réseau de la santé, puis notamment avec, l'arrivée... Avec l'arrivée on a commencé à travailler avec des gens aussi qui étaient des experts dans ce domaine-là. Je pense à Marc-André Gagnon, à Alain Vadeboncoeur, qui ont publié... Je suis vraiment désolée. Désolée. Qui ont publié avec l'IRIS dans ces années-là, puis éventuellement, avec ton arrivée, Anne, c'était aussi ton champ de spécialisation, là, les enjeux entourant le système
le réseau de la santé. Donc c'est ça, il y a comme une analyse qui s'est affinée aussi, qui s'est raffinée en fait au fil des années sur vraiment qu'est-ce que ça voulait dire le néolibéralisme en santé au Québec. Ben oui, effectivement. Puis tu as raison de le souligner, là, c'est vraiment pas juste la privatisation des services. Hein? Puis très souvent, la privatisation, elle va se faire de façon invisible, de façon détournée, de façon pas évidente pour monsieur, madame, tout le monde, parce que la privatisation frontale sera pas nécessairement bien acceptée dans la population. Donc, la privatisation elle-même, elle sera pas frontale. Puis en plus, ça va passer par, effectivement, introduire des méthodes de gestion du secteur privé dans les services publics, ce qui va avoir pour effet de nuire à l'efficacité puis à la qualité des services publics et ce qui va éventuellement, en retour, justifier encore plus de privatisation parce qu'on va dire, bien, regardez, là, le système public ne fonctionne pas, on a des problèmes d'accès, on a des problèmes avec les médecins, donc là, ça va justifier encore plus de privatisation. Ouais. Si je peux amener une illustration de ça, c'est que quand on a commencé à travailler à l'IRIS, on parlait beaucoup du néolibéralisme comme le démantèlement de l'État. Et donc ça, effectivement, il a fallu le corriger en disant on n'est pas en train de démanteler l'État. Regardez la place de l'État dans l'économie, elle fluctue, mais elle n'a pas beaucoup diminué depuis qu'on implante des politiques néolibérales. Mais c'est la nature, les finalités de l'État qui ont beaucoup changé. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a publié sur le néolibéralisme du Parti libéral du Québec, on a appelé notre livre « Le détournement de l'État ». Donc, c'est pour ça que quand on pense à néolibéralisme, on ne devrait pas penser à du démantèlement, mais bien du détournement. Donc, soit l'État se met au service des organisations privées, des marchés, du monde des affaires, etc., ou encore qui s'inspirent de leur façon de faire pour transformer les façons de faire au sein du public. Puis c'est aussi, bon, quand même, il y a quand même aussi la présence d'entreprises privées là, dans le réseau de la santé. Puis c'est quelque chose aussi sur lequel on a beaucoup publié, notamment depuis que tu es à l'IRIS, Anne. Puis ça remet en question, encore une fois, ce mythe-là on avait l'impression que le privé était... On le présente comme justement un acteur... nouveau dans le système de santé, alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'il est présent et on fait juste lui faire toujours plus de place, finalement. Effectivement. Ben oui, parce que, tu sais, pendant longtemps, on s'est beaucoup intéressé aux politiques de privatisation, disons, à la manière dont le gouvernement s'y prend pour privatiser les services. On s'est aussi intéressé à mettre en lumière cette privatisation-là parce qu'elle est subtile, c'est pas toujours évident de la voir à l'œuvre. Mais quand je suis arrivée à l'IRIS, une des choses qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller voir c'est qui les acteurs du secteur privé qui sont présents dans le domaine de la santé. C'est qui ces acteurs-là? C'est qui les entreprises? Est-ce qu'on est face à des multinationales? Est-ce qu'on est face à un marché de petites entreprises? Est-ce que c'est des gens du milieu de la santé qui sont propriétaires de ces entreprises-là? À quoi ça ressemble? Puis le constat, effectivement, c'est que le privé, il est un peu partout là, dans notre système de santé. Le privé, c'est pas marginal. Là. Il n'y a pas une place marginale. Il y a l'industrie des assurances, d'abord, là, qui est là clairement depuis toujours, là, qui n'a jamais cessé d'avoir une place importante. L'industrie pharmaceutique également, là, il y a eu aussi des travaux de l'IRIS sur cette question-là. Puis on a vu que l'industrie pharmaceutique, c'est un acteur politique important aussi, hein, un lobby qui a beaucoup travaillé à empêcher l'adoption d'une assurance maladie, médicaments publics universels. Moi, je me suis intéressée aussi au secteur privé dans les soins aux personnes âgées en particulier. Donc, la place des acteurs privés dans le secteur de l'hébergement. Donc, les résidences privées pour aînés, les CHSLD privés. Puis là, c'est là que j'ai constaté que dans ce cas-ci, c'était des entreprises qui se présentent beaucoup comme des fleurons québécois qui sont en réalité associés de très près à des grandes multinationales états-uniennes ou autres qui sont présentes un peu partout dans le monde et qui ont des pratiques assez discutables là, ailleurs
ailleurs dans le monde aussi. Et aussi, je me suis intéressée aux agences de placement de personnel, dont on a entendu beaucoup parler depuis la pandémie. Mais nous, à l'IRIS, là, on avait commencé à s'intéresser à ça avant la pandémie. Puis là, ben, ça a explosé l'intérêt pour cette question-là. Maintenant, le gouvernement reconnaît que le recours aux agences privées de placement de personnel, ça pose des problèmes graves. Mais c'est pas le cas là, quand on a commencé à s'intéresser à ça. Donc là aussi, c'était d'aller voir c'est qui les entreprises derrière dans ce secteur-là. Mais un des acteurs les plus importants, en fait, un des acteurs privés les plus importants dans le secteur de la santé, auquel on ne pense pas nécessairement, ben, c'est les médecins. Les médecins, ce qui est assez peu connu, c'est que les médecins au Québec, en réalité, ce sont même les médecins du régime public, ce ne sont pas des employés du système public, ce sont des entrepreneurs privés qui pratiquent dans des cliniques privées à but lucratif, mais qui sont financés par des fonds publics. Donc, on parlait au début là, de la place du privé dans le financement des services. Là, dans ce cas-ci, avec les médecins, on est avec un financement public des services. Donc, c'est le gouvernement qui paie, qui rémunère les médecins. Mais les médecins ne sont pas des employés du gouvernement. Ce sont des entrepreneurs indépendants qui vendent leurs services à la pièce au régime public d'assurance maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle la rémunération à l'acte. Et eux, ils sont donc... Ils pratiquent, c'est une prestation privée des services à but lucratif. Et le fait que les services médicaux soient presque entièrement laissé au secteur privé. La prestation des services médicaux est presque entièrement laissée entre les mains du secteur privé parce que les médecins employés du système public sont très rares. Bien, ça a des conséquences importantes sur la capacité de notre système de santé à répondre aux besoins de la population. Puis le meilleur exemple de ça, ben c'est évidemment le fameux accès aux médecins de famille, qui est l'espèce de saint Graal après lequel tous les gouvernements courent depuis au moins 20 ans et même plus, là, pour avoir fait l'analyse des archives depuis 50 ans. Je vous dirais que c'est un enjeu depuis toujours dans le système public, l'accès aux médecins de famille. Et on avait tenté de répondre à ce problème-là en créant des établissements publics de première ligne, dont la mission serait de répondre aux besoins de la population en première ligne, entre autres l'accès aux médecins de famille. Et ces établissements-là, c'est les CLSC. Donc, les CLSC, c'est des cliniques publiques de première ligne qui visaient au départ à répondre à tous les besoins de première ligne. 80% des besoins. Là, on s'attendait à ce que ces cliniques-là puissent répondre à 80% des besoins de la population. Mais les médecins n'ont jamais voulu rien savoir du modèle des CLSC. Ils ne voulaient pas intégrer le réseau public, ne voulaient pas devenir des employés du système public. Et donc, ils ont fait une vraie campagne pour empêcher ce modèle-là, pour empêcher ce modèle-là de déployer son plein potentiel. Et c'est un modèle révolutionnaire, oui. Il faut le dire, parce que les CLSC d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à voir c'est ça qui est un peu fâchant de voir qu'un modèle aussi inspirant, puis reproduit même à l'échelle internationale, a été torpillé par les médecins. Oui, en bonne partie par les médecins, effectivement. Et finalement, les médecins ont boycotté ce modèle-là, ont décidé de créer leur propre clinique privée. C'est à ce moment-là que les premières polycliniques, là, ce qu'on appelait des polycliniques, sont apparues. Donc, ont créé leur propre clinique privée, n'ont pas investi les CLSC. Et finalement, année après année, le gouvernement a fini par... a jamais vraiment financé le modèle des CLSC, a fini par abandonner pas mal ce modèle-là et a choisi de créer, en remplacement des CLSC, les GMF, donc les groupes de médecine de famille, qui ont été créés au début des années 2000 et qui visaient à un peu remplir le mandat qu'on essayait de donner aux CLSC, mais sous une forme qui faisait l'affaire des médecins, c'est-à-dire sous une forme privée, à but lucratif. Donc, les GMF, c'est quoi? Bien, c'est en très grande majorité, des cliniques privées à but lucratif auxquelles le gouvernement impose certaines conditions pour essayer d'améliorer l'accès aux médecins de famille. Et en échange, bien, on leur donne plus de financement pour que ces conditions-là soient respectées. Et bien, ça a été un échec lamentable. Et ça, c'est un bon exemple, là, les GMF, d'acteurs privés importants dans notre système de santé qui ne fonctionnent pas du tout.
Oui, puis donc tu as nommé les GMF, tu as nommé les médecins, les résidences privées les résidences pour aînés, donc les agences de placement, différents acteurs privés dans le réseau de la santé et des services sociaux sur lesquels l'IRIS a publié des études. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours facile de mesurer l'impact de notre travail, mais une des manières qu'on peut le voir, c'est quand on met le doigt sur le bobo ou enfin quand on pointe du doigt un acteur influent dans une sphère de la société et qu'il réagit. Et donc, tous ces gens-là, souvent, ont réagi aux études de l'IRIS parce que, en essayant d'attaquer notre crédibilité ou les recherches qu'on pouvait faire, généralement, c'est ça, c'était surtout des réactions, on va dire, corporatistes, puis c'était difficile en fait, il n'y avait pas de critiques... ou en tout cas, il y a rarement eu des critiques qui aboutissaient parce que on réussissait à justement à montrer, à bien décrire la place qu'ils occupaient puis et comment ils remplissaient pas justement le rôle qu'on espérait leur donner ou que les gouvernements espéraient leur donner. Et là-dessus, je pense que l'IRIS a aussi été bénéficié un peu comme plusieurs années avant. Du fait d'être un des rares intervenants dans l'espace public qui a critiqué frontalement les médecins. C'est pas tant de gens de ça dans la société qui critiquent cette figure du médecin. Ils en ont pris pour leur rhume quand même avec le gouvernement Couillard, puis Barrette et Bolduc, donc c'est le gouvernement de médecins qu'on a un peu appelé. Leur image, disons, on a pris un coup dans la dernière peut-être décennies déjà, là. Mais à l'époque, c'était pas mal plus nouveau là, de faire cette charge-là. Et c'est important de mentionner qu'on parle des médecins depuis tantôt. C'est jamais 100% des médecins. On parle des organisations... il faudrait voir quel pourcentage on parle, mais il y a toujours eu des médecins très, très progressistes, très, très impliqués, puis qui participaient au CLSC ou autres, pour qui la justice sociale a toujours été centrale à leur travail. C'est important de le mentionner parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'entre eux. Oui, puis il y a des médecins aussi qui sont impliqués pour défendre le système public, qui sont très vocaux sur ça. Mais oui, tu as raison, Julia. Ça peut coûter cher parfois en tout cas, quand on s'attaque frontalement à ces acteurs-là privés qui sont souvent des acteurs puissants, hein? Les gens de l'entreprise privée, du secteur privé, évidemment, ce sont des gens qui ont des moyens, puis qui ont souvent des moyens beaucoup plus importants que ceux de l'IRIS, là, on va s'entendre. Donc, quand ces gens-là décident de réagir, puis d'essayer de contrer nos affirmations, nos publications, ça peut avoir, ça peut porter sa charge de stress. Là, je pense en particulier à une fois où, justement, suite à la publication sur les résidences privées pour aînés, qui avait, mis en lumière la façon de fonctionner de plusieurs grandes bannières du secteur au Québec, on a reçu une mise en demeure. Hein? On a reçu une mise en demeure d'une de ces bannières-là en particulier, qui a décidé de tenter de nous faire taire, de tenter de nous faire retirer notre étude, alors que, évidemment, que notre étude était parfaitement fondée dans des recherches rigoureuses, etc. Finalement, ces tentatives-là ont été abandonnées parce qu'elles n'étaient pas fondées, mais ça peut être quand même c'est le risque d'être à contre-courant. Oui, un autre des risques d'être à contre-courant, mais c'est très stressant comme épisode, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant. Je me rappelle que je me suis fait féliciter là, par des membres de notre équipe parce que ça veut dire qu'on sait que le travail qu'on fait fonctionne quand on dérange un petit peu. Hein? Puis je sais qu'avec cette étude-là en particulier, elle a été utilisée, cette étude-là, par des associations de résidentes et de résidents pour aller revendiquer des baisses de loyer ou en tout cas pour essayer de bloquer certaines hausses de loyer. Donc là, dans ce temps-là, on sent que notre travail est vraiment utile. Là. Et ça montre l'importance de l'indépendance de l'IRIS dans tout ça, qui est fondamental. Si on était comme bien des gens dans la société, qu'on recevait du financement de grandes entreprises privées, il y a toujours un risque que ça vienne influencer certaines critiques. Alors que nous, c'est notre force. Et la force, ça se voit dans les travaux, dans des cas comme ceux-là, parce que le côté un peu percutant, très, très pertinent de nos travaux vient de cette indépendance. Parce que
bonne chance pour faire taire l'IRIS. Puis Anne, tu parlais, on a vu des acteurs faire des démarches juridiques pour nous faire taire. Une autre stratégie consiste à essayer de nous faire perdre la crédibilité dans l'espace public, de remettre en question la scientificité de nos propos ou en tout cas la crédibilité d'une recherche ou d'une méthode. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment là, au moment où tu as publié ton rapport sur les coûts du privé des chirurgies, oui, sur le coût des chirurgies. Oui, effectivement. Ben, ça, c'est arrivé à plusieurs reprises là, quand on publie des choses sur les médecins en particulier. Je me rappelle aussi de la fois où on avait publié une fiche sur les infirmières praticiennes spécialisées. Puis là, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec était sortie dans les médias avec une lettre pour contester la méthodologie de notre étude. Mais bon, puis ben, dans ce cas-là, dans le cas des chirurgies, là, ce qui était particulier, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, que les cliniques privées avait embauché carrément une firme de relations publiques pour essayer de contrer dans l'espace public notre étude, notre publication et le discours qui était porté par les cliniques privées, par l'Institut économique de Montréal, était étrangement semblable. Les mêmes arguments étaient mis de l'avant et ça a été repris aussi par le ministre Dubé lui-même. Là, exactement les mêmes mots, la même ligne de communication, si on peut dire. Donc, puis là, là, on voit comment, nous, l'IRIS, on n'a pas de firme de communication à notre service. Là, on voit qu'on s'attaque à des acteurs qui ont des moyens, encore une fois, beaucoup plus importants que nous. Oui, puis c'est des firmes de relations publiques spécialisées dans les entreprises privées. Donc, eux, leur job dans la vie, c'est de redorer l'image de ces entreprises-là, constamment. Donc, c'est des gens qui ont des moyens, puis... Ils peuvent être assez efficaces. Hein? Ouais. C'est ça le problème. Je me rappelle d'un lobbyiste de l'industrie pharmaceutique qui était débarqué dans un événement qui nous proposait une assurance médicaments publics universels au Québec. Le lobbyiste était là, il était débarqué, il va au micro un moment donné, il dit « Ah, c'est très, très intéressant ce que vous faites, mais je pense que vous avez oublié quelques points. » Puis là, il commence à déballer ses points. Il a déballé probablement 10 arguments. Puis à un moment donné, il dit « Ah ouais, OK, peut-être. » Même moi qui travaillais là-dedans, j'ai dit « OK, le gars, il me semble qu'il a peut-être touché de quoi. » Et on avait Marc-André Gagnon, par chance, cette journée sur le panel. Puis je disais... Spécialiste notamment de l'industrie pharmaceutique, oui, merci, le professeur à merci de le préciser, on le salue d'ailleurs. A réduit en charpie chacun des arguments. C'était même pas sérieux, c'était du gros n'importe quoi. Ils prennent n'importe quoi qui leur tombe sur la main, qui a de l'air d'un argument, ils lancent dans l'espace public et ils font du dommage. Puis et ça prend du temps, évidemment, démonter ces niaiseries-là. Mais ça fonctionne. Et donc, cette fois-là, je me rappelle qu'on a reçu les communications de cette firme. Ben, il y avait une liste, on a encore là, d'une bonne dizaine de choses. Avez-vous porté attention à ceci, ça? Ça tenait pas la route du tout. Mais, en fin de journée, ben, c'est eux qui occupaient le haut du pavé dans beaucoup d'entrevues, plutôt pour moi, journalistiques. Je pense que il y a une donnée qu'on a réussi à sortir récemment qui, à mon avis, témoigne bien là, de l'espèce de dynamique dans laquelle avec laquelle on doit composer. Depuis 2016, une augmentation des professionnels des relations publiques, publicité, des communications, en augmentation de 300%, contrairement à une baisse de 20% des journalistes au Québec, ce qui est quand même considérable. Ça veut dire une augmentation des personnes dont l'emploi consiste à faire circuler des idées avec pour défendre des idées ou des informations qui servent un intérêt pécunier ou politique ou vendre une marchandise ou quoi que ce soit. Il y a quand même un déséquilibre important. Puis justement, moi, je me demandais, c'est quand même une industrie en croissance, cette industrie-là des relations publiques. Puis je me demandais justement, est-ce que vous avez vu, vous, de votre expérience, vous êtes là depuis plusieurs années quand même dans l'espace public. Est-ce que vous avez vu une transformation? Est-ce que ça pose des nouveaux obstacles? Est-ce que vous avez dû réaligner vos manières de faire, réorienter vos manières de faire par rapport à ça?
Je dirais qu'une des transformations, c'est qu'on voit effectivement l'appauvrissement des moyens des salles de presse et du statut, de la précarité des journalistes. Donc ça, on finit par le sentir, on finit par le voir. On voit qu'ils ne travaillent pas grand-chose, on voit qu'ils doivent produire beaucoup plus de matériel. Ils sont beaucoup dans une posture où ils vont creuser pour essayer de démonter un communiqué de presse, par exemple, mais on sent que le communiqué de presse va être un peu plus repris parce qu'ils font ce qu'ils peuvent dans des salles de presse qui sont, qui ont perdu énormément d'effectifs. Fait que ça, on l'a vu. On voit aussi des fois, on le sent quand on interagit avec un journaliste, peut-être, une connaissance moins bonne des sujets sur lesquels on parle, hein, que sur certains sujets, certains médias ou certains journalistes qui sont là plus longtemps, là, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît un petit peu plus les enjeux. Fait que ça, on a pu le voir. Les lobbyistes, je pense que l'exemple que Anne a relaté tout à l'heure avec l'exemple des chirurgies est probablement le plus éclatant qu'on a eu, là, parce que ça se passait dans 24 heures. Là, on a vu le déploiement de cette chose-là. Et je ne pense pas que ça aurait pu être possible 10 ans, 15 ans auparavant. Je ne pense pas qu'ils avaient ces moyens-là. Oui, ça, je pense que ça illustre pas juste l'évolution de l'industrie des relations publiques en tant que telle, mais ça illustre aussi l'évolution de la place du privé dans le secteur de la santé. Tu sais, là, l'acteur qu'on attaquait, si on veut, dans cette publication-là, c'était des cliniques privées de chirurgie. Les cliniques privées de chirurgie, il y a 15 ans, il n'y en avait pas, là. Puis là, il y en a des dizaines et des dizaines. Là. On doit être rendu à proche d'une centaine de cliniques privées de chirurgie parce qu'on privatise massivement les chirurgies. Puis là, on nous dit qu'on privatise les chirurgies en attendant de réduire les listes d'attente. Mais ces cliniques-là, qui sont en train d'être créées à coût de millions, là, c'est des investissements majeurs. Les acteurs qu'on est en train de créer vont vouloir continuer à défendre leur fonds de commerce. Puis c'est pas vrai que quand on va avoir vidé les listes d'attente en chirurgie, les cliniques privées de chirurgie vont se dire, bon, ben on va fermer la boutique, hein, on a fini notre travail. Non, c'est des acteurs politiques qu'on est en train de créer aussi, qui vont être là pour faire pression pour que la privatisation des services continue, là. Et qui permettent, dans certains cas, de comprendre pourquoi aux États-Unis, ils n'ont pas un système public digne de ce nom, là. Je veux dire, le génie, ils sont tellement puissants que, je veux dire, tu as beau avoir des gouvernements, des présidents qui se font élire avec ça comme promesse électorale, ils n'ont aucune capacité de battre ces intérêts-là pour des résultats qui sont atroces. Tu sais, le système public, les résultats de santé, les indicateurs de santé aux États-Unis sont assez mauvais, généralement, si on compare à des pays, tu sais, qui sont des pays en développement. Alors qu'ils ont une richesse incroyable. La seule façon d'expliquer ça, c'est on regarde ces intérêts-là qui défendent le statu quo. Exact. Oui, donc le paysage a quand même beaucoup changé en 25 ans parce que justement, on est passé d'une situation où parler de privé en santé, c'était un peu... c'était pas du tout accepté. Il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour reprendre les termes qu'on emploie parfois. À aujourd'hui, on continue à voir toujours le privé comme la solution, comme un moyen de régler les problèmes du public. Puis donc, il faut constater que malheureusement, nous, on a énormément publié sur cette question-là. On connaît bien le fonctionnement, on l'a bien expliqué justement, comment ces acteurs-là, la place qu'ils ont pris dans le réseau. Et ça fait qu'on est énormément sollicité sur ces questions-là. On a beaucoup de nos collègues, pas juste vous deux, qui interviennent sur les enjeux en lien avec le système de la santé. On donne des conférences à la Pelletée à chaque année sur ce sujet-là. Donc, mais c'est ça. Il faut constater que au niveau des politiques, ben on est encore dans cette croyance-là qu'on va pouvoir sauver le système public grâce au privé. Puis bon, le meilleur exemple de ça, ben, c'est la dernière réforme en date du réseau. Donc, la réforme du B, là, qui a été mise en place. Fait qu'on en est où un peu par le gouvernement actuel? On en est où un peu avec le réseau de la santé? Oui, bien effectivement, là, on est en fait la réforme qu'on vient de subir qui, je tiens à le préciser, c'est la 3e réforme en moins de 20 ans qui est imposée, ou en 15 ans à peu près, disons moins de 20 ans, là, qui est imposée au réseau. Les 3 réformes, là, je parle de la réforme Couillard du début des années 2000, la réforme Barrette en 2015 et la réforme Dubé qui vient d'être adoptée en décembre 2023. Ces 3 réformes-là ont été adoptées sous le bâillon. Donc, c'est des réformes pour lesquelles il y avait beaucoup d'opposition, avec raison.
parce que c'est des réformes qui allaient vers plus de privatisation, par une centralisation puis une bureaucratisation plus grande du réseau. Et là, on nous a présenté la réforme Dubé comme quelque chose qui allait régler les problèmes, mais en réalité, cette réforme-là, elle se situe en continuité directe avec les réformes précédentes. On fait encore plus de privatisation, encore plus de centralisation, de bureaucratisation, encore plus de nouvelles gestions publiques. Donc, on n'est vraiment pas en train de régler les problèmes du système public. Puis ça, peut-être une chose qui est importante de dire par rapport à ça, c'est que les problèmes du système public sont réels. Hein? On a beaucoup parlé là, jusqu'à maintenant du privé, là, puis des problèmes que ça amène, mais il y a vraiment des problèmes dans le système public, évidemment. Évidemment, il y a une crise de l'accès aux services, il y a des problèmes majeurs de rétention de personnel. Donc, il faut réfléchir à des vraies solutions pour le système de santé. Puis là, on a commencé à essayer de faire ce travail-là aussi à l'IRIS, pas se positionner seulement dans la critique de la privatisation des services ou de ce qu'on fait de pas bien là, dans le réseau, dans le système de santé, mais aussi essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui permettrait véritablement de régler ces problèmes-là plutôt que de les empirer par une privatisation encore plus importante. Puis, on a publié récemment, donc, 6 remèdes, justement, pour révolutionner le réseau de la santé, là. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, en 2017, on avait aussi publié une étude qui s'appelait quelque chose comme l'allocation des ressources en santé. Puis, ça se terminait aussi avec des propositions sur comment améliorer le système public. Donc, ça fait longtemps que l'IRIS a des solutions. Bon, c'est dommage qu'on nous écoute pas assez souvent, on va dire. Oui, puis en fait, ces solutions-là, le pire, c'est que elles sont connues depuis très longtemps. Là. Tu sais, quand l'IRIS, les propositions qu'on met de l'avant, c'est pas des propositions qu'on sort de nulle part. Là. On fait pas juste se réveiller un matin avec des idées comme ça dans notre tête. C'est des propositions, en fait, qui sont mises de l'avant. Quand on remonte à la commission Castonguay-Neveu dont parlait Guillaume tantôt, en 1970, il y a certaines de ces propositions-là qui étaient déjà mises de l'avant à l'époque. Là. On le sait depuis très longtemps, ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès aux services, la qualité des services. Puis ce qu'on essaie de faire maintenant à l'IRIS, c'est de documenter ces propositions-là, de montrer que ces propositions-là sont réalistes, qu'on peut les chiffrer, qu'on peut les financer, que c'est possible de le faire. Donc, voilà. Puis peut-être qu'on peut trouver une mince consolation dans le fait que le gouvernement de la CAQ a quand même eu un discours ambigu là, sur la santé dans la dernière année, après avoir été beaucoup plus comme décomplexé, probablement le plus décomplexé qu'on a eu justement depuis la réingénierie de l'État. C'est comme s'il y avait eu un peu de sable dans l'engrenage. Je veux dire, ça fonctionne tellement pas qu'on peut comprendre d'où ça vient, mais que le gouvernement soit forcé d'avoir justement, de sembler reculer sur certaines de ces propositions. J'aime penser qu'on a contribué un peu à nous, mais aussi tous les groupes sociaux qui se mobilisent sur ces questions-là. Même le Collège des médecins, si je ne me trompe pas, est maintenant un discours quand même assez critique envers le privé. Effectivement, oui, ça, c'est rafraîchissant, disons, de voir ça, là, le Collège des médecins qui se positionne clairement au moins contre le financement privé des services. Là. Donc, ça, c'est positif de voir qu'on n'est pas les seuls à défendre des positions comme celle-là. Là. Donc, c'est ce qui conclut notre discussion aujourd'hui. Bien contente que vous ayez accepté de participer à ça. C'était super intéressant. Le prochain épisode, on va parler d'environnement avec Bertrand Scheper et Colin Pratt. À la prochaine. Comprendre l'économie et la transformer est un podcast produit et réalisé par l'IRIS au Studio SF dans le cadre de son 25e anniversaire. L'IRIS ne serait rien sans ses membres, organisations, partenaires et donateurs. Pour nous soutenir, visitez notre site Internet au iris-recherche.qc.ca.